Et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je suis très touché que vous ayez pensé à moi. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que c'est un sujet qui m'a plu. Je n'ai pas forcément étudié ça directement, mais j'ai eu l'occasion l'an dernier d'être interpellé par une épidémie qui s'est passée en Sibérie avec du charbon sur des rennes. Et en creusant un peu autour, je suis tombé sur d'autres histoires que je vais vous rapporter. Et pour ce qui est de la partie sibérienne, là, Julien qui est tout là-bas, qui était à Moscou à l'époque, m'a apporté des informations parce que c'est vrai qu'à travers les messages que j'avais, entre autres ceux de Promed, sans doute je n'avais pas toutes les données disponibles. Alors je ne sais pas sur quel puits. Alors c'est pour gaucher ou pour droitier ça? Par le bas, voilà. Donc le renne, un animal que peut-être vous connaissez, le Père Noël, vous voyez, les traîneaux, bah, c'est celui qui est devant, c'est lui. Et la répartition actuelle, donc c'est boréal, mais pensez que à l'époque des dernières glaciations, donc jusqu'à 15 000 ans par rapport à aujourd'hui et avant, le renne venait jusqu'au nord de l'Espagne et nous étions complètement dans la zone de présence et que la régression correspond au réchauffement donc de l'Holocène tel qu'on le connaît aujourd'hui. On l'appelle caribou en Amérique du Nord, où il n'a jamais été domestiqué. On l'appelle renne en Eurasie, où il est domestiqué depuis déjà pas mal de temps. Alors voilà à gauche la répartition des populations telles qu'on les comprend autour de l'océan Arctique. Donc là c'est la Sibérie, là c'est l'Amérique du Nord. On parle de populations qui apparemment ont plus de contacts entre elles qu'avec les autres. Et à droite, je vous ai mis une carte des populations humaines du nord de l'Asie. Et pour certaines d'entre elles, ce sont des cultures entièrement associées aux rennes. Et tout ce qui va arriver sur le renne et le caribou dans les décennies à venir va certainement impacter beaucoup ces gens-là qui dépendent de façon extrêmement forte de l'économie du renne. Tout le monde connaît les Samis, les Lapons, mais on a d'autres populations plus à l'est en Russie qui sont dans des relations extrêmement fortes avec le renne. Et donc domestiqués uniquement côté de l'ancien monde. Alors, il se trouve qu'en cherchant charbon, je suis tombé aussi sur un phénomène intéressant, 2016 également, en Europe, avec un cas de maladie à prions comme la vache folle et la tremblante sur les rennes, le charbon dont on dira un mot, et puis le contexte global du changement climatique et les rennes qui sont une des espèces certainement bien impactées au niveau des mammifères par ce changement. La maladie à prions des cervidés est connue en Amérique du Nord depuis presque 50 ans, ça fait même 50 ans, donc bien avant la vache folle. Mais c'était une maladie anecdotique qui était dans quelques bouquins de pathologie vétérinaire qui intéressaient personne. Et les comtés qui sont en noir ici sont les seuls qui étaient connus comme étant touchés avant l'année 2000. En 2000, pour ceux qui étaient nés, rappelez-vous, grande crise de la vache folle en Europe et en France en particulier. Et du coup, en Amérique du Nord, on commence à chercher. Et aujourd'hui, voilà le bilan de la présence de cette maladie à prions sur surtout 3 espèces. Le wapiti, qui s'appelle elk en américain, sachant que elk en anglais veut dire élan, donc le elk wapiti nord-américain, et puis le cerf de Virginie et le cerf mulet. Et récemment, on a eu, alors je n'ai pas compté, mais quelques cas d'élan et de caribou touchés par la même maladie au niveau du nord des États-Unis, au sud du Canada. Et surprise, en 2016, par hasard, les collègues norvégiens tombent sur un renne qui porte le prion de la maladie du dépérissement chronique. Alors, du coup, on fait quelques essais et on trouve 2 élans et encore quelques rennes la même année. Il se trouve que, entre-temps, l'autorité européenne de sécurité sanitaire avait voulu savoir ce qui se passait un peu sur le continent européen, sachant la situation américaine. Alors, 13 000 cervidés testés sur quelques années sur 21 pays, c'est pas très important. Le talbot de chasse du chevreuil en France, c'est 500 000. Donc, 13 000 sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, de l'Union européenne, c'est pas grand-chose. Mais tout négatif. Et puis donc, en 2016, premier cas, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, c'est assez simple. En Norvège, on décide d'abattre tout le troupeau sauvage dans lequel se trouvent les 2 animaux qu'on a trouvés positifs. Et ça représente 6% de l'effectif national de rennes sauvages de Norvège. Paradoxalement, pour autant que j'ai compris, on n'a pas de protocole particulier pour l'élan. Et en passant, je vous montre une carte de l'élan telle qu'elle est comprise aujourd'hui avec des populations génétiquement identifiées au sein de l'espèce dans la partie occidentale de sa répartition. Et la Pologne, qui est là, hébergerait aujourd'hui environ 28 000 élans. Et en l'an 2000, donc ça fait 17 ans, il n'aurait été que 2 000.
Donc la Pologne serait passée de 2000 élans à 28 000 en 17 ans, et vous avez aujourd'hui une population au nord-est de l'Allemagne, quelques animaux qui rentrent par la Tchéquie, et donc par les populations polonaises du côté de Munich, et donc on a des élans qui rentrent en Bavière, et donc les Alsaciens, préparez-vous, les élans arrivent par l'Est. Alors, il y a encore un petit bout à faire, mais il y a vraiment régulièrement des observations d'élans en Allemagne, et quelques-uns qui sont apparemment installés tout au nord-est. Et donc voilà ce qui va se passer en Norvège, et ils ont prévu de faire 20 000 échantillons, et de faire un vide sanitaire de 5 années, sachant que personne ne sait d'où sort le prion, est-ce qu'il était d'origine ou introduit, parce que malgré tout, les cervidés sont pas mal échangés, souvent pour des raisons synégétiques, les rennes peut-être pour des raisons commerciales, et aucune idée, si vraiment c'est du prion, et s'il persiste dans l'environnement, de la durée durant laquelle il pourrait recontaminer si une espèce sensible retomber dessus. Donc c'est une décision qu'on comprend quelque part, mais qui ne répond pas à beaucoup de questions, donc on n'est pas forcément convaincu du résultat de ce qui est entrepris. Alors, maintenant, j'arrive au charbon, et en cherchant autour de ce mot-clé et sur l'Asie centrale, Julia et Roland, qui étaient là ce matin, m'avaient fait remarquer un livre que je vous conseille vraiment de lire, qui est un livre sur Alexandre de Humboldt, que vous connaissez tous au moins de nom. Ce livre est sorti en 2015, écrit par une Nord-américaine, qui raconte la vie de Humboldt, et voilà un trajet qu'il a fait en 1829, pour aller depuis Berlin jusque dans l'Altaï, en passant par Saint-Pétersbourg. Et quand il est tout là-bas, avant d'arriver sur l'Ob, la rivière Ob, il traverse une grande steppe qui s'appelle la steppe de Baraba, et il décrit en 1829 une épidémie de charbon. Ils avaient même hésité à s'engager, ils marchaient dans des calèches tirées par des chevaux. Il y avait dans tous les villages des animaux morts, les gens faisaient des feux à l'entrée des villages pour dissiper les mauvais esprits. Je ne sais pas si ça a beaucoup marché. En tout cas, le charbon en Sibérie est quelque chose de relativement ancien. Et puis, plus récemment, et ça c'est l'époque de l'URSS, ici, alors qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'il y a des causes et des conséquences? Je n'en sais rien. Il est paru en 1994 un article dans Science qui évoque un accident survenu en 1979 dans cette ville juste à l'est de l'Oural, tout à fait au début de la Sibérie la plus occidentale, dans une usine qui travaillait le charbon à des fins d'armes chimiques, explosion, nuages aérosols de spores de charbon et quelques dizaines de décès humains dans le vent du panache. Et l'article était intéressant parce qu'il modélisait le panache de l'usine. Et comme on travaillait ici sur également des transmissions respiratoires de maladies, on a regardé un peu le modèle. Et c'était la première fois qu'on rendait publique l'information qui jusque-là avait été tenue secrète. Donc ce qui veut dire quand même que une des sources de charbon possibles dans la région n'est pas complètement naturelle. Mais enfin, ça, c'est pas simple d'aller beaucoup plus loin. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, finalement. On a des cas depuis la fin du 19e siècle, tournant 19e, 20e, 1,5 million de cervidés. L'article dit cervidés. J'imagine que ce sont des rennes, mais je n'ai pas vu d'autres termes que cervidés. Toutes les zones, donc tout au nord, Yakoutie, Evensk et Taïmyr. Des cas humains, pas forcément mortels, mais des contaminations humaines qu'on a pu soigner par des antibiotiques, et puis encore des dizaines de milliers de bovins et de rennes morts de charbon. Et dans ces cas-là, les animaux sont enfouis dans le sol gelé, le permafrost, et il n'y a pas de désinfection particulière, et on les laisse là en espérant de ne pas oublier où on les a enterrés. Et donc, en 2016-2017, surtout en 2016, été apparemment assez chaud dans la journée, température qui dépasse 30 degrés, le permafrost dégèle, et à partir, c'est ce qu'on explique, je n'ai pas été vérifié, à partir des endroits où les rennes morts, il y a 70 ans, étaient enterrés, une nouvelle épidémie a redémarré, et qui a touché une zone où les rennes sont vraiment essentielles pour les habitants, la zone des nénettes, qui sont une des cultures du renne d'Asie froide, boréale, où sont présents 730 000 rennes. Dans un premier temps, au-delà des animaux qui sont morts en grand nombre, il était prévu d'en abattre un quart de million, 250 000. Apparemment, ça n'a pas plu à tout le monde, il y a eu beaucoup de discussions, peut-être qu'en plus, c'était pas forcément évident, donc cette décision a été abandonnée, et en 2017, donc très récemment, apparemment, presque autant auraient été vaccinés, et apparemment 12 000 personnes auraient également été vaccinées. Alors, je ne connais rien du vaccin, je ne connais pas les conditions des AMM, si c'est le même pour les rennes et pour les humains. Et ce sont des informations que j'ai trouvées sur Promed, donc qui sont
les originales en russe sans doute, mais je ne lis pas le russe. En tout cas, c'est intéressant de voir comment la décision a évolué entre l'an dernier et cette année par rapport à la Norvège où on a abattu un grand troupeau, en tout cas c'est ce qu'on a dit qu'on allait faire, et là, sans doute parce que aussi l'économie locale n'est pas la même, on a pris une décision un peu différente. Donc voilà, je vous montre sur la carte l'endroit où ça se passe, donc c'est ici, alors que l'épisode de notre ami Humboldt se passe par là, donc voilà c'est où voilà, ça c'est la ville où a eu l'accident d'usine, et donc c'est le chemin qu'il a pris, l'Altaï est là, donc c'est pas la même projection. Hein. Et ça fait une carte de Russie très colorée, donc c'est un pays très compliqué au niveau administratif, avec des républiques autonomes, des zones avec des statuts assez différents, mais c'est beaucoup plus au nord que le siècle, il y a presque 2 siècles en fait. Hein. Et si on continue un tout petit peu, et s'il y a des liens entre le réchauffement et éventuellement un certain nombre d'épidémies, les zones qui sont les plus à risque, donc c'est les zones qui bordent effectivement l'océan Arctique, que vous connaissez peut-être, donc sur la côte, sur la carte de la Russie, et avec déjà actuellement et des hivers assez récents qui ont été extrêmement violents, le réchauffement se traduit par de la neige qui tombe sur de la pluie qui tombe sur la neige, et donc quand c'est la neige, les animaux veulent gratter la neige avec leurs pattes et manger ce qui est dessous, et quand il pleut et que ça fait de l'eau et que ça regèle après, la nourriture est coincée dans la glace et les animaux n'ont plus accès à la nourriture et les animaux meurent et les gens en général souffrent également des mêmes choses, et donc vous avez des situations qui sont assez difficiles pour les animaux et donc les gens qui en dépendent. Et après, autres facteurs qui vont certainement impacter les rennes, les autres cervidés qui remontent vers le nord, comme les élans, comme les chevreuils ou les cerfs rouges. Et ces animaux-là peuvent porter, et c'est connu en Amérique du Nord, des parasites que eux supportent très bien. Et quand ces parasites passent chez les rennes en meurent extrêmement rapidement. Les maladies à vecteurs, évidemment, vont remonter. Vous savez qu'il y a beaucoup d'insectes dans ces zones-là. Il y a parfois une spoliation sanguine importante sans qu'il y ait forcément de transmission de pathogènes, mais là on peut avoir des évolutions dans ces compositions de vecteurs avec sans doute des conséquences pour les rennes et pour les gens. L'échinococose granulomateuse, qui peut être portée par les chiens mais également par les loups, peuvent également impacter les rennes là où ils se côtoient. Et que va-t-il se passer quand une grande surface de permafrost va dégeler en relibérant le métabolisme de toutes les bactéries du sol qui pour l'instant sont bloquées? On ne sait pas, ça pourra non seulement augmenter le CO2 par la respiration des bactéries, mais peut-être faire ressortir un certain nombre de situations un petit peu à risque. Donc, il y a une étude que j'ai trouvée intéressante qui a été faite en France à partir de restes paléontologiques de Dordogne, donc entre 30 000 et 12 000 ans. Et les données qu'on a permettent de montrer l'évolution progressive du climat vers le réchauffement. Alors sur une durée qui n'est pas la même que ce qu'on vit en ce moment, mais la corrélation entre le réchauffement climatique et la disparition des rennes dans ce qui est aujourd'hui la France semble assez démontrable, en tout cas par ces éléments. Et en passant, regardez cette très belle peinture polychrome, c'est rare dans l'art paléolithique des peintures polychromes, donc aux Hésies en fait, hein, de 2 rennes l'un face à l'autre. Et c'est assez rare doublement parce que les gens qui habitaient là-bas mangeaient du renne tous les jours, mais c'était rare qu'ils le peignent. La plupart des peintures paléolithiques sont des aurochs, sont des bisons, sont des grands animaux, mais ce qu'ils mangeaient tous les jours, apparemment, ils ne pouvaient pas le voir en peinture. Et heureusement que là, ils l'ont fait, mais vraiment, je trouve que le dessin est vraiment extraordinaire quand on pense que ça a au moins 10 000 ans, enfin probablement 15 000 ans. Et donc, on est dans un schéma où, en partant du charbon et de ce que s'était passé en Sibérie l'an dernier, on arrive sur une histoire de relations homme-reine, en partie domestique et environnement naturel, où certainement une combinaison de facteurs humains, notre démographie, on continue toujours à augmenter. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu le cycle des morbillivirus tous les 14 ans, et tous les 13 ans, vous rajoutez 1 milliard d'êtres humains sur la planète. Alors, pas forcément là-haut, mais 1 milliard sur la planète, ça fait quand même du monde à nourrir, à occuper, à loger, à vêtir, et il y a forcément un impact. Et les conséquences sont à tous les niveaux, on peut s'en douter, écologiques, humaines et épidémiologiques. Et les écosystèmes boréaux, qui sont certainement assez simples, entre guillemets, parce que la simplicité peut rester compliquée à appréhender, sont sans doute relativement exposés, parce qu'il y a moins de paramètres qui peuvent les tempérer.
dans tous les sens du terme, et donc si ça décale, ça se décalera peut-être de façon un peu dramatique. Je vous remercie pour votre attention.